Cette émission a été tournée quelques semaines avant la mort de François Sevère. Il avait des dons exceptionnels, ainsi qu'une gentillesse et une simplicité que nous n'oublierons pas. J'ai 17 ans, j'habite à Orléans. À Paris, je poursuis mes études à l'Institut de soudure pour obtenir un CAP de soudeur en 3 ans. Je suis dans un foyer de jeunes travailleurs parce que je ne peux pas revenir chez moi tous les soirs. J'ai l'impression que les gens qui sont dans les HLM, ils rentrent chez eux, ils montent au 4e, tac, allez hop, ils sont chez eux et puis ils sortent pas, ou alors quand il y a quelqu'un qui sort, c'est bonjour et puis c'est tout, quoi. On se préoccupe d'un problème un jour, puis le lendemain, on s'en préoccupe plus. La société qui est pourrie, bon, ça, tout le monde le dit, mais enfin, moi je pense que c'est un peu tout le monde qui l'a fait, n'importe comment, la société. Moi j'ai envie de partir à l'étranger plus tard, d'aller d'abord avec mon métier souder par exemple à l'étranger, pendant, je sais pas moi, 3 ans. Puis après revenir, puis après m'installer ou voir, je sais pas, profiter un peu de ce que je peux voir pendant que je suis jeune. J'aurais aimé faire la recherche sur les moteurs, tout ça, mais enfin, à la fin de ma 3e, j'avais pas du tout cette idée-là. Je m'y intéressais beaucoup déjà, mais enfin, je savais pas du tout l'orientation qu'il fallait prendre. J'avais pas été renseigné là-dessus, ça m'avait pas frappé. J'ai passé le concours de l'Institut et la soudure me plaît aussi. L'an prochain, je passe mon permis et j'ai envie de faire comme tout le monde, quoi, conduire. C'est un moyen de déplacement moderne que tout le monde a à cœur, surtout les Français, qui donneraient, je crois, tout pour avoir une automobile. Alors, je crois qu'il faut réfléchir quand même avant de prendre le volant. J'ai voulu justement rencontrer Christian Gérondeau pour ça, pour savoir si vraiment tout était fait dans ce domaine, et je pense pas que ce soit vrai. J'ai envie de rencontrer un spécialiste, j'ai envie de rencontrer François Sevère, parce que je pense que c'est un coureur automobiliste qui est confronté avec tous les problèmes de vitesse, de mécanique, ce qu'il pense de la vitesse sur route en dehors d'un circuit et sur un circuit. Ce qui doit être totalement différent pour lui. François Sevère, est-ce que vous faites des courses pour votre plaisir, ou est-ce dans le but d'apporter des nouveaux moyens de sécurité à la voiture de série, ou est-ce pour aussi l'argent? Quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé pour le plaisir. Ouais. C'est évident, c'était ma grande passion, j'avais envie de faire de la course automobile, j'avais envie de conduire d'abord, et puis après de faire de la course automobile. Avant même de la course à moto, mais j'ai pas pu en faire. Je voulais faire de la compétition, du sport mécanique. Et par la suite, ça a marché. De fil en aiguille, je suis arrivé à devenir coureur professionnel. Il est évident qu'aujourd'hui, la partie financière a son importance. C'est mon métier, c'est un métier très sérieux. Malgré tout, ça apporte certaines choses. La course automobile, ça apporte des nouveaux moyens quand même à la voiture de série. Nous testons véritablement les pneumatiques futures aujourd'hui en course. Ça améliore également la qualité des suspensions.
Les 4 roues indépendantes viennent de la course automobile, pratiquement. Et des progrès peut-être plus importants encore, mais moins spectaculaires, c'est la lubrification. Vous y connaissez quand même pas mal alors pour faire pilote de course justement en mécanique. Oui, je m'y connais pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai dû au début faire ma mécanique moi-même. Je n'avais pas les moyens de me payer un mécanicien pour entretenir ma voiture, la préparer et la réparer. Alors par la force des choses, j'étais obligé d'apprendre à faire de la mécanique et à la comprendre. Et aujourd'hui, si je connais moins bien les détails de la mécanique, je suis plus sensibilisé par les problèmes techniques, que ce soit aérodynamique, fonctionnement mécanique des suspensions, etc. Côté moteur, ce n'est plus un problème aujourd'hui parce que quand un moteur ne va pas, s'il y a le moins de petits doutes sur le fonctionnement d'un moteur, on l'enlève et on en met un autre dans la voiture. Donc on n'a plus vraiment à savoir diagnostiquer comme on faisait dans le temps où on cherchait à régler les moteurs. Ça c'est un peu fini aujourd'hui. Vous testez quand même des moyens de sécurité des voitures? Sécurité en cas de crevaison, c'est-à-dire le pneu qui ne déjante plus. Eh bien, je me souviens très bien, en 69, c'est Jackie Stewart qui a mis au point ce système qui est sorti. Il y a eu une démonstration, je crois, au circuit Ricard au Castellet il y a quelques temps. Pour les ceintures de sécurité, par exemple? Pour les ceintures de sécurité, il est évident qu'on ne peut pas courir sans ceinture de sécurité. Pour moi, la ceinture de sécurité, c'est l'élément de sécurité numéro 1. Et nous sommes attachés dans les voitures de course par des ceintures de sécurité 6 points. C'est-à-dire qu'on a 2 sangles entre les jambes qui viennent s'attacher à la ceinture ventrale. Et sur cette boucle qui tient à la fois les sangles entre les jambes et la ceinture ventrale, il y a les 2 ceintures qui passent sur les épaules. Tout ça, c'est très serré, de façon à ce qu'on ne puisse pas bouger du tout. Pour 2 raisons. Au moment de l'impact, il faut qu'on soit bien maintenu à bord de la voiture, pas être éjecté ou pas être fracassé contre le tableau de bord ou le volant. Et la deuxième raison, c'est qu'en course, on subit tellement d'accélération latérale qu'il faut, on ne peut pas se permettre de se tenir, d'essayer de lutter physiquement contre cette force centrifuge. Et c'est les ceintures qui font ce travail à la place du pilote. Vous pensez que votre voiture est équipée parfaitement point de vue sécurité? Une voiture de course est un compromis. De toute façon, si on voulait faire une voiture de course très sûre, elle ne serait plus compétitive parce qu'elle serait trop lourde. Alors il y a un compromis à trouver, il y a un poids minimum que l'on doit approcher du plus près si l'on veut être compétitif, et c'est un peu au détriment de la sécurité. On dit souvent que les jeunes sont responsables des accidents, qu'ils n'ont pas la maîtrise du volant, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous. Ce que j'en pense, c'est que c'est malheureusement vrai. Les nouveaux conducteurs, disons pas les jeunes, disons les nouveaux, parce que c'est une question d'expérience, les nouveaux conducteurs sont responsables d'une partie très importante des accidents. Peut-être la moitié des accidents sont dus à des conducteurs qui ont leur permis depuis moins de 5 ans. Alors je crois que ce qui est essentiel pour ces nouveaux conducteurs, c'est qu'ils sachent que pendant un certain temps, ils sont particulièrement dangereux, 3 ou 4 fois plus dangereux que les autres, c'est énorme, et que pendant cette période d'1 an ou de 2 ans, ils soient excessivement prudents. Ce n'est pas une brimade à leur égard, c'est simplement pour leur propre sécurité. C'est normal. Souvent, les jeunes à 18 ans, ils ont le permis de conduire, ils vont épater les copains avec leur voiture, etc., faire les fous. Et comme ils ne savent pas se servir réellement d'une voiture, ils ont des accidents. À 90 à l'heure, on a quand même moins de chances de faire le fou. Est-ce que c'est ce que vous avez fait, ça? Faire le fou au début? Je suis obligé de dire oui. Malgré tout, les jeunes ont plus de réflexes, quoi, en proportion, si on veut, avec les personnes les plus âgées. Disons qu'ils sont plus impétueux, oui. Ce qui est bien normal, mais ils n'ont pas plus de réflexes, parce que les réflexes supposent qu'on ait une éducation, oui. Donc qu'on ait parcouru beaucoup de kilomètres. La vitesse, c'est relatif. À 40 km/h, on peut souvent aller trop vite par rapport à, selon l'endroit, par rapport à un autre endroit où on serait à 140 km/h en toute sécurité. Tout dépend de la visibilité, c'est la question primordiale au volant. Il faut voir loin et dans un grand angle. Si tu as un petit angle, la moindre chose qui arrive sur le côté, tu la vois trop tard. L'auto-école est-elle vraiment une bonne école de conduite, à votre avis? Les auto-écoles préparent leurs élèves pour l'obtention du permis de conduire. Et ils cherchent des bons scores, avoir un bon pourcentage de réussite, etc. Comme les écoles préparent des bacheliers ou d'autres examens. On n'en apprend pas plus, on apprend juste ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux questions.
Je pense que pour bien faire les choses, il faudrait comparer ça à l'aviation. Aujourd'hui, on peut être aviateur, on peut avoir ses brevets de pilote d'avion à 17 ans. C'est-à-dire qu'à 17 ans, tu peux avoir tes brevets, emmener 4 ou 5 passagers avec toi en avion et partir en Angleterre, en France, n'importe où, en Allemagne, partout. La responsabilité de 6 personnes avec toi dans un avion. Par contre, il faut 18 ans pour avoir le permis de conduire. Et encore, quand tu as le permis de conduire à 18 ans, c'est avec certaines restrictions où tu n'as pas le droit de dépasser 90 km/h, tu as des tarifs d'assurance spéciaux puisque tu as moins de je sais pas quel âge, etc. etc. Il y a quand même là un contraste qui est assez étonnant de pouvoir voler à 17 ans et de ne pas pouvoir conduire à 17 ans et seulement à 18 ans avec toutes ces restrictions. Il faudrait délivrer le permis de conduire à quelqu'un qui sait utiliser une voiture comme un aviateur sait utiliser un avion. C'est-à-dire qu'un aviateur, il sait récupérer un avion qui décroche, il sait récupérer un avion qui glisse, il sait poser un avion théoriquement sur le ventre si le train ne sort pas, etc., etc. Un conducteur devrait savoir faire un freinage violent sans bloquer ses roues, il devrait savoir contrôler un dérapage, il devrait au moins avoir fait au moins un tête à queue pour savoir ce qui se passe pendant un tête à queue, pouvoir essayer de diriger, donner une trajectoire à un tête à queue. On ne peut pas contrôler un tête à queue dans ces détails, mais on peut donner une trajectoire à un tête à queue, etc., etc. Et ça, il devrait au moins l'avoir fait une fois, ce qui n'existe pas. Alors aujourd'hui, quand il y a un problème, le conducteur a un réflexe qui est tout aussi rapide que le mien, mais il a à chaque fois le mauvais réflexe, alors que moi j'ai à chaque fois le bon réflexe. C'est là qu'est toute la différence, et la réforme du permis de conduire doit être faite dans ce sens. Est-ce que ce ne serait pas envisageable de faire des cours de conduite gratuits sur circuit pour... C'est une idée qui est effectivement très séduisante, mais d'abord il faudrait construire énormément de circuits. Oui. Ensuite, donner des cours gratuits, il faudra bien que quelqu'un paye. Et comme il y a près d'1 million de permis délivrés chaque année, on arrive tout de suite à des sommes astronomiques. Alors, je ne dis pas qu'à très long terme on n'y arrivera pas, mais pour l'instant on a déjà beaucoup de mal à faire passer le permis ordinaire. Tu as déjà vu les auto-écoles au milieu du trafic, ils sont perdus, ils savent plus où ils sont, finalement ils apprennent à conduire sans rien comprendre. Parce qu'il y a trop de choses autour d'eux qui se passent, les camions, les voitures qui doublent, on klaxonne, etc. etc. Et ce serait bien plus profitable de tranquillement installer sur un petit circuit et apprendre toutes ces manœuvres. Est-ce que vous pensez que c'est à vous d'attaquer en tant que pilote ceux qui font la sécurité routière, ou alors que c'est l'État qui devrait remettre ça en ordre? Je pense que les pouvoirs publics devraient nous contacter pour nous demander notre avis sur certains problèmes. C'est ce qu'ils font? Non, malheureusement. Est-ce qu'il y a des équipes spécialisées pour baliser les routes? Pour baliser, c'est-à-dire pour mettre la signalisation le long des routes. Alors, il y a des équipes spécialisées, effectivement, peut-être pas en assez grand nombre. On est en train, justement, d'essayer que ce soit des gens dont c'est le métier de regarder ce qui se passe le long des routes, de voir si les panneaux sont bien placés, sont mal placés, et de développer le nombre de ces équipes. La signalisation routière est mal faite, et à force de rencontrer des panneaux qui ne veulent rien dire, des panneaux qui t'avertissent d'un danger qui n'existe pas, ou les panneaux qui ne t'avertissent pas, il n'y a pas de panneau pour t'avertir d'un danger qui existe, à force, l'automobiliste finalement ne fait plus très attention à ce qu'il y a sur le bord des routes et des panneaux, etc. Justement, ces routes sont parcourues avant? Ah, bien entendu, ceux qui mettent les panneaux, ceux qui mettent les bandes blanches sur les routes, les parcours, travaillent sur plan, enfin tout ceci est fait de manière très scientifique, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut des équipes spécialisées pour regarder avec un œil neuf la route. Tu vois des panneaux en France 40 km/h sur une route à 4 circulations, tu te demandes pourquoi il y a ce panneau 40 km/h. Et comme par hasard, il y a un radar là qui va te punir de ton permis de conduire. Alors encore, ça c'est une chose assez étonnante, quand tu fais une faute de conduite, on la sanctionne par retrait de permis de conduire, c'est-à-dire qu'on t'empêche les possibilités de faire des progrès. On te retire ton permis pendant 2 mois, comme ça, on est sûr que tu ne vas pas pouvoir progresser. On va te rendre ton permis, tu seras encore moins bien conduire qu'avant. Ça, c'est encore une chose que je ne comprends pas bien. Il devrait y avoir un recyclage. Il devrait y avoir un recyclage. Et quelles sont les différentes fautes qui sont faites par les conducteurs? Est-ce que vous pourriez me montrer avec la voiture? Oui, ça c'est une bonne idée. Je vais
essayer de te montrer une faute qui est faite couramment avec le clignotant. Le clignotant est très très mal utilisé. Pour doubler. Pour doubler, oui, pour doubler. Oui. Je pense que même, si tu veux, on pourrait même aller jusqu'à dire que pour doubler, on ne devrait pas avoir à utiliser le clignotant. C'est à l'extrême. Hein. Allez, on y va. Voici une voiture qui roule sur la route à 100 ou 110 km/h. Elle met son clignotant pour doubler, commence à déboîter un peu en avance. Et au moment où elle va doubler, voici l'autre voiture qui met son clignotant. Le conducteur se prend en sécurité. La voiture est obligée de freiner brutalement, violemment et fait un tête à queue. Qu'est-ce que vous pensez du parfait conducteur? C'est une question très vaste. C'est une question très difficile. Qu'est-ce que le parfait conducteur? Ce serait avant tout un conducteur qui ne serait pas égoïste au volant, je crois. Qui ferait très attention aux manœuvres des autres conducteurs et qui leur faciliterait les choses. Vous pensez être un très bon conducteur? J'espère, oui. J'espère que je suis un bon conducteur. Ce serait malheureux que moi je ne sois pas un bon conducteur. Mais je pense que je suis un bon conducteur parce que justement j'essaye de faciliter la circulation. J'essaye de ne pas embêter les gens qui cherchent à faire des manœuvres, qui cherchent à doubler, etc., etc. Et c'est souvent la cause d'accidents de conducteurs qui sont très égoïstes et par excès d'égoïsme qui jouent les justiciers de la route. Et sur circuit. Quand je veux dire justicier de la route, par exemple, souvent il arrive qu'un automobiliste double là où il n'a pas le droit de doubler, alors le conducteur l'empêche de doubler. Bon, là, c'est pas du tout son rôle, c'est le rôle de la gendarmerie, de la police, et la manœuvre tentée pour empêcher de doubler l'autre personne, souvent se solde par un accident. En course, oui, sur circuit. La sécurité de conduite, là nous avons en course une sorte de code de l'honneur, si tu veux, qui pourrait se rapprocher un petit peu des chevaliers où aucune manœuvre déloyale n'était tentée. C'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est d'autant plus facile que nous nous connaissons tous très bien, puisque toutes les semaines ou tous les 15 jours, nous nous retrouvons les mêmes 25 pilotes pour disputer une épreuve. Nous sommes tous très amis, nous connaissons tous nos réactions, et nous roulons tous à très très peu de choses près, à 1 km ou 2 à l'heure près, à la même vitesse. Ce qui fait que les manœuvres sont facilitées par cet ensemble. Est-ce que vous pensez à l'accident sur route, quand vous êtes en voiture? Il faut y penser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas conduire sur route avec tant de voitures en sens inverse, dans l'autre sens, qui arrivent sur les côtés. Il ne faut pas conduire sur ces routes sans penser à l'accident, parce que, justement, trop de gens conduisent mal. Il faut toujours imaginer que quelqu'un va faire une fausse manœuvre et va provoquer un accident. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Il faut anticiper. Et sur circuit, est-ce que vous y pensez? Sur circuit, il vaut mieux pas. C'est sans doute là qu'on a le plus de chance d'avoir des accidents. Mais il vaut mieux pas parce que ça influerait sur la performance. Et puis, de toute façon, c'est un choix qu'on fait au départ. Je ne l'ai pas fait au départ parce que je ne me rendais pas compte au départ des risques encourus par un pilote automobile. Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Tu décides de prendre le risque et de vivre la vie qui te plaît, de vivre ta passion, de faire de ta passion ton métier, ce qui est fantastique, ce qui est sans doute le rêve de tous les hommes sur la Terre, c'est de transformer leur passion en un métier. C'est ce que j'ai fait et j'ai choisi ça plutôt que de vivre une vie qui m'intéresserait moins sans avoir le risque. C'est un choix qu'on fait au départ. Je ne l'ai pas fait au départ parce que je ne me rendais pas compte au départ des risques encourus par un pilote automobile. Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Tu décides de prendre le risque et de vivre la vie qui te plaît, de vivre ta passion, de faire de ta passion ton métier, ce qui est fantastique, ce qui est sans doute le rêve de tous les hommes sur la Terre, c'est de transformer leur passion en un métier. C'est ce que j'ai fait et j'ai choisi ça plutôt que de vivre une vie qui m'intéresserait moins sans avoir le risque. Tu décides de prendre le risque et de vivre la vie qui te plaît, de vivre ta passion, de faire de ta passion ton métier, ce qui est fantastique, ce qui est sans doute le rêve de tous les hommes sur la Terre, c'est de transformer leur passion en un métier. C'est ce que j'ai fait et j'ai choisi ça plutôt que de vivre une vie qui m'intéresserait moins sans avoir le risque.
Et j'ai choisi ça plutôt que de vivre une vie qui m'intéresserait moins sans avoir